Bonsoir à tous, nous sommes dimanche et le dimanche, vous le savez, c'est capital. Copieux et pas cher, le fast-food s'est imposé comme le repas préféré des Français. 60 000 restaurants en France, ils s'en ouvrent de nouveau tous les jours et en cuisine, c'est la révolution. Nouveaux produits, petits prix, cela suffira-t-il à aiguiser votre appétit? Capital présente Burger King, poulet croustilles, donuts, les nouvelles batailles des rois du fast-food. Immersion inédite chez Burger King. Ultra personnalisation, produits frais et nouvelles recettes, cela suffira-t-il à détrôner McDo? Extrait. Quand on met la sauce, faut bien l'étaler, faut qu'on voie un minimum de pain en fait. Visuellement, c'est plus agréable pour le client. Au moins, il voit qu'il a sa sauce. Entre les oignons, on prend seulement les rondelles. On prend tout ce qui est esthétique. On essaie d'aller au plus vite possible, on va dire entre 30 secondes suivant et 1 minute pour les plus complexes. Chaque commande quasiment comporte des frites. Donc dès qu'on voit des clients qui rentrent, on met une panière. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le broiler. C'est ce qui permet justement cette fameuse cuisson à la flamme. C'est la commande 161 à emporter. Il reste combien de temps sur les tenders, Edith? Eh bien, vous remportez votre commande offerte. Ça fait plaisir une fois par mois quand même. Du poulet frit, du riz et une sauce secrète, vous allez découvrir la nouvelle star des fast-foods, enquête sur le poulet croustilles, un phénomène à la rentabilité phénoménale. Extrait. J'ai la commande 18 à emporter, s'il vous plaît. Un plat pas cher, consistant, généreux et aussi beau en présentation. La sauce, elle est trop bonne. Le poulet est trop bon. En fait, il y a un truc qui est trop bon. J'ai envie de pleurer. On voit pas afficher la recette exacte. Il n'y a rien écrit, il n'y a pas les ingrédients. La recette, il n'y a que, je pense, 3 personnes qui la connaissent. Dès que ce point de vente s'est transformé en riz croustilles, il a réalisé une croissance du chiffre d'affaires de 265%, ce qui est énorme quand même. Subway, Burger King, au Tacos font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc je pense que ce local sera capable d'aller chercher plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Nous, Croustilles Game, proposons des croustilles innovants et uniques. Sur une campagne de communication ciblée comme celle-ci, on peut avoir des évolutions d'attractivité de 10 à 15% sur le chiffre d'affaires global de l'établissement. Sucré et ultra gourmand, qui peut résister à un donut ou un cookie? Ces mini-boutiques ont envahi la France et leur seul objectif, vous faire craquer. Extrait. On est sur Une boîte de 12 avec un fourré. Ils sont balèzes. Ils sont super bons. On fait à peu près 400 donuts à l'heure. On carbure. Pendant les vacances, on essaie de faire quelque chose d'un peu sympa avec le donuts cocktail. Il faut toujours créer, développer, innover pour être toujours dans la tendance. On reçoit notre Donuts Nature. Donc c'est une chaîne de production qui nous livre surgelé. Je vais opter pour le pistache chocolat noir, c'est ça? C'est un chef-d'œuvre quand même. Tout se joue sur le visuel. Avant de manger, on mange avec les yeux. Êtes-vous plutôt McDo ou Burger King? C'est le duel le plus impitoyable de la restauration rapide. Et le match se joue tous les jours en France, à 2 pas de chez vous. Mais comment Burger King a-t-il réussi à s'imposer aussi vite? Vous allez découvrir pour la première fois tous leurs secrets. Burger personnalisé, opération coup de poing et guerre des prix. Capital présente Burger King, ses recettes pour détrôner McDo. C'est un reportage de Hélène Camille et Jérôme Dussard. Et si pour devenir le roi du burger, il fallait aussi avoir la frite? Bienvenue à Burger King. C'est la stratégie choisie par celui que l'on surnomme BK. Dans cet établissement de région parisienne, on met les petits plats dans les grands ce jour-là. Accueil avec portier. Nos nouveautés, c'est des petites gaufrettes. D'accord. Si vous voulez goûter. Ok. Dégustation gratuite. Moi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est croustillant, ouais. Pour une présentation en exclusivité de la nouvelle star annoncée des friteuses, la gaufrette. La voici. C'est une sorte de patate coupée différemment. C'est ça qui va donner de la mâche justement et de la croustillance à cette gaufrette. Grâce à ces épices qui sont dessus aussi, ça va lui donner un goût unique. Pour couronner le tout, la pomme de terre est française. C'est la dernière fierté de la maison. Bonjour madame. Bonjour, merci. Et quand c'est gratuit, on ne perd rien à se laisser tenter. C'est original, ça change des frites traditionnelles. Un peu farineux, mais c'est bon. C'est pas transcendant non plus. Meilleur qu'une frite basique en tout cas. Plus qu'une simple tranche de pomme de terre, c'est une petite révolution. Car jusqu'ici, en accompagnement, le client n'avait pas beaucoup le choix. Avec les incontournables frites ou les plus confidentiels, oignons frits. Là sur 5 commandes, t'as 3 commandes où t'as des gaufrettes. C'est la cousine de la potatoes de chez McDo? Ah pas du tout.
Pas du tout, c'est pas du tout la cuisine. On se compare pas forcément à McDo aujourd'hui, on regarde de l'avant, on s'occupe de nous, de nos clients. Mais vous l'aurez bien compris, avec sa patate à trous, vendue au même prix que les frites, la marque n'a qu'une idée en tête. Je pense que je vais le prendre à la place des frites, ouais, c'est sûr. Taquiner le leader historique. Burger King, le roi du burger. Un roi sans couronne, car Sa Majesté en France s'appelle McDonald's. La firme au grand M fait la loi dans l'univers du fast-food depuis des décennies. Mais BK veut changer la donne. La concurrence n'a pas ça. Née en Floride à Miami dans les années 50, la marque s'est longtemps cassé les dents sur le marché français, avant de signer un comeback flamboyant en 2013. Vous attendiez ça depuis combien de temps? 15 ans. La course-poursuite est lancée. Avec 617 ouvertures, BK met les bouchées doubles pour rattraper McDo et ses 1530 restaurants. Dans son arsenal, des burgers réputés plus généreux. Le Burger King, il cale pour la journée, limite, alors qu'au McDo, 2-3 heures après, j'ai faim. Avec en plus, une botte secrète. C'est le goût du barbecue, c'est le goût de la viande grillée à la flamme. À côté de ses grands classiques et son fameux Whopper, l'enseigne s'est lancée dans une quête d'innovation. La sauce barbecue et le bacon, ça marche super bien avec le cheddar. Nouvelle recette, nouveaux produits. Pour faire du bon fromage, il faut du bon lait. Découvrez les secrets de fabrication avec une immersion au cœur d'une bataille savoureuse, ou quand Burger King part à l'assaut du royaume McDonald's. Pour rattraper son grand rival, il a d'abord fallu se lancer dans une immense conquête du territoire. BK ouvre 60 restaurants par an, 3 fois plus que son concurrent déjà bien implanté. Une croissance express aux 4 coins de l'Hexagone, comme dans la région du Mans, à la Ferté-Bernard. Fadi, 42 ans, est à la tête d'un petit empire. Ce franchisé Burger King a ouvert l'été dernier son 6e restaurant. J'étais dans la grande distribution avant, et ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est quand j'ai appris que Burger King allait revenir en France. Je voulais faire partie de cette aventure. Son dernier bébé est situé à moins de 2 km de son concurrent direct. C'est notre très cher voisin, qui est juste à gauche. Vous n'allez pas me dire que c'est le Big Mac votre burger préféré quand même? Non. Sur cette zone, Fadi a réalisé un joli coup. Il a réussi à s'implanter en face d'une immense locomotive. On a pu récupérer une partie du parking du Leclerc pour pouvoir s'installer ici. Ça commence là la bataille, c'est l'emplacement. Emplacement, emplacement, emplacement. C'est la règle d'or. Pour ce restaurant flambant neuf, il a dû investir 1 million d'euros et embaucher 50 personnes. Chef d'orchestre des lieux, Arthur, 30 ans seulement et déjà directeur. Du coup, là, il te reste les tables à aligner, les couronnes. Sa mission, donner le tempo de la déco. Car si la salle doit être impeccable, il y a un élément essentiel sur lequel on ne lésine pas. C'est énorme dans tous les Burger King, on met des couronnes partout. Cette transformation de la salle en royaume pour les enfants est stratégique. Ils s'amusent avec, ils ont un souvenir. C'est une clientèle importante, les familles, c'est les enfants, c'est les clients de demain. Donc c'est important de leur donner une bonne image de l'enseigne dès qu'ils sont petits et pour que par la suite ils viennent manger chez nous. Fabriquer des souvenirs d'enfance, à ce petit jeu, le leader McDo a plusieurs décennies d'avance. Alors le challenger a repris les bonnes recettes pour séduire les plus jeunes, comme cette aire de jeu, inspectée chaque matin. Je vérifie s'il y a bien toutes les vis, s'il n'y a pas des paires de chaussettes, s'il n'y a pas des jouets pour enfants, si tout est propre. Le toboggan, c'est bien, mais ce qui a fait les lettres de noblesse de l'enseigne, c'est bien sûr sa cuisson à la flamme. Depuis sa création, l'entreprise revendique ce procédé. Il est rendu possible par cet étrange barbecue industriel à 45 000 €, venu tout droit de Californie. Le fonctionnement est simple. Comme sur un tapis rouge, le steak surgelé défile. Et quand la graisse de la viande coule sur la résistance, cela provoque une flamme. Temps de passage sur le grill, 2 minutes chrono. Cette machine, chez nous, c'est ce qu'on appelle le broiler.
C'est ce qui permet justement cette fameuse cuisson à la flamme qui fait tout l'ADN de Burger King. Et pour la viande burger, on peut en mettre 12 par panne. Pour la Whopper, on peut en mettre 8 par panne. Vous posez le steak et ça se fait tout seul. Il n'y a pas un chef. C'est la machine, quoi. C'est la machine. Bah, au barbecue, vous le faites tout seul ou c'est le barbecue qui le fait? La machine aux commandes, c'est la recette d'une brigade à la sauce BK. Et cela dès la réception des matières premières. Tous les 2 jours, les produits frais sont livrés, bruts. Charge à l'équipe de les préparer. Ça c'est bon. Le chef ici, c'est cet écran. À 9h, il nous demande directement de sortir des sauces. On a seulement 2 sauces à sortir. Et à partir de 10h, vu qu'on ouvre à 11h, on a le bacon, on a les cornichons. Tout est prévu par une intelligence artificielle. Déroulé de la journée, quantité nécessaire et même le chiffre d'affaires attendu. Ce jour-là, 5 449 €. Il récupère toutes les informations. La météo, l'historique du restaurant, si c'est les vacances scolaires ou pas, s'il y a un férié ou pas. Ça permet un vrai gain de temps. Ça évite le gaspillage alimentaire, puisque depuis qu'on l'a mis en place, nos pertes ont fortement diminué. S'il y a réduit le gaspillage, cela ne veut pas dire pour autant qu'il a disparu. Il y a un calibre, il faut quand même que ce soit des belles rondelles. Il faut qu'on ait du pépin. Ça, on peut mettre. Et ça, on met pas. C'est écrit noir sur blanc. Ça, on met pas. Même les fonds, on met pas. Et tout ça, vous en faites quoi? La sélection est drastique. Ces tomates ne termineront donc pas dans un hamburger. Et ce n'est pas fini, car il reste la découpe des oignons. On trie les oignons, on prend seulement les rondelles. On prend tout ce qui est esthétique. En fait, nous, l'oignon, il sort comme ça. La seule chose qu'on récupère, ça va être ceci. Résultat sur la balance, c'est plus d'1 kilo d'oignons qui va rejoindre directement la poubelle. Au final, en fait, avec les recettes ultra standardisées, vous pouvez pas... Il y a des produits qu'on ne peut pas utiliser parce que l'objectif, c'est d'avoir la même qualité de produit pour l'ensemble de nos clients. Au total, les pertes pour Fadi représentent 1% de son chiffre d'affaires, soit près de 40 000 € par an. C'est le prix à payer pour être rapide, car c'est obligatoire quand on veut gagner la bataille du fast-food. À l'heure du coup de feu, les 4 postes d'assemblage sont chargés. Le pain, les sauces. Quand on met la sauce, il faut bien l'étaler, il faut qu'on voie le minimum de pain en fait, sur les côtés, vous voyez. Comme ça. Visuellement, c'est plus agréable pour le client. Au moins, il voit qu'il a sa sauce. Tous les ingrédients sont à portée de main, et même un élément essentiel pour avoir toujours un coup d'avance. La marque a trouvé une astuce pour entretenir la flamme. Une fois cuite, la viande est conservée à une température de 64 degrés dans ses plats, jusqu'à 1 heure au maximum. Les préparateurs ont donc des dizaines de steaks à disposition, l'assurance de tenir la cadence. On essaie d'aller au plus vite possible. On va dire entre 30 secondes suivant et 1 minute pour les plus complexes, les masters, les plus gros burgers. Dans cette course contre la montre, il reste à ajouter une boisson et le traditionnel accompagnement. Et au niveau des frites, vous faites comment pour les faire vite en fait? On les fait à la commande. Pareil, on met une panière de frites. Elles peuvent être conservées ici 12 minutes. Les frites, c'est assez plus simple à gérer. Chaque commande quasiment comporte des frites. Donc dès qu'on voit des clients qui rentrent, on met une panière et on fait une rotation. Car chaque commande est chronométrée. L'objectif est de rester sous les 5 minutes. C'est d'autant plus difficile que rien n'est assemblé à l'avance. Là, elle est complète. En moyenne, les plateaux seraient préparés en 2 minutes 45. Pour le service à table ensuite, l'enseigne a pensé à tout, avec une boussole maison. On a le plan du restaurant, le chevalet est géocalisé, donc ça nous permet de gagner un peu de temps. 244, c'est là-bas. Stanislas est le chef des opérations sur les 6 restaurants de Fadi, le franchisé. Voici, bon appétit à vous. Merci. Allez, bonne dégustation. Le service à table, c'est le concurrent McDo qui l'a imposé. Et voici. BK a suivi le mouvement. Oh, je vous en prie, très bon appétit à vous. Merci. Et en a même profité pour en faire un baromètre de ses performances. Cela s'appelle le Table Touch
les employés ont l'obligation d'aller voir 2 tables par heure au minimum. Ça fait partie des procédures de chez Beka, comme quoi on se doit d'aller vérifier que tout se passe bien en salle, que le client est satisfait. Et le but, c'est de faire après un retour à nos équipes. Si la marque reste à l'écoute, c'est parce qu'elle ne remporte pas encore tous les suffrages. Entre le challenger et le leader, c'est une opposition de style, avec 2 camps. Un duel à distance, qui se joue parfois dans l'intimité d'un couple le dimanche soir, comme chez Carla et Lucas. C'est parti. Au menu dominical, une affiche aussi explosive qu'un classico, OM-PSG. Leur confrontation à eux se joue en région lyonnaise à Ampuis, et chacun son camp. Moi c'est McDo et pour Lucas ce sera Burger King. Pour la paix des ménages et leur dîner à 2, ils vont commander chacun leur tour. C'est le bon compromis finalement pour pas d'embrouille. Pour que tout le monde soit content et que le couple aille bien. Comme souvent, les 2 enseignes sont face à face. Direction Burger King. Bonjour. Prendre un menu double Whopper s'il vous plaît. Un menu best-of avec un Big Mac Chicken s'il vous plaît. Désolé. Merci. Merci, bonne soirée. Et la bataille commence. Team McDo versus Team Beka. Quels sont donc les secrets qui séparent ces 2 équipes? Le match va se jouer à domicile. Avec d'abord un détail presque invisible à l'œil nu. Ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus épais que chez McDo. Pour moi, c'est les petites allumettes comme ça. 3 mm d'écart très exactement entre les 2 frites, qui font toute la différence. Elle, c'est toute fondante. C'est un mélange de sucré salé, c'est plus doré que chez Beka. Moi, on dirait bien un peu une texture de purée et le goût d'une purée, tu vois. Mais le moment de vérité se passe dans la zone hamburger, avec le duel des iconiques. Big Mac version poulet pour Carla, et pour Lucas, un double Whopper. Je te vois même plus. Tellement il est gros. Le paradis en 2 étages. Et ils ont chacun un détail qui les fait craquer. La viande, bien grillée, bien vous attaquez la bouche. Et ensuite, on retrouve la tomate, l'oignon et la sauce blanche. Le pain, il est bien croustillant. Il y a la sauce qui vient directement, qui est inimitable, qui fait toutes les saveurs de ce Big Mac. Les amoureux ont des goûts bien tranchés et semblent irréconciliables. Tu veux goûter? Non, merci. T'as tort. Mais il y a un argument que Lucas partage avec la communauté des fans de Beka, l'impression d'en avoir plus. Je suis calé là. Un burger et terminé. Alors, info ou légende urbaine au pays du fast-food? Pour le savoir, nous avons comparé les 2 burgers signature de chaque enseigne, le Whopper versus le Big Mac. Au premier regard, d'en haut, de face et même de côté, il y en a un qui semble toujours finir par éclipser l'autre, mais est-ce une illusion d'optique? Car avec son triple pain, sa double dose de steak, sur le papier le Big Mac est très costaud, mais n'offre au final que 90 grammes de viande, contre 113 grammes pour son concurrent. Un seul propose du fromage. Côté légumes, McDonald's les coupe menus, alors que Burger King a ses fameuses tranches calibrées. Verdict à la pesée, 49 grammes de différence. Le Whopper, le gros en argot, gagne le match de la générosité. Mais qu'en est-il pour le prix? Avec un tarif moyen du menu à 9,30 € contre 9,87 € pour le Big Mac, là aussi le Whopper s'impose, mais pas à tous les coups, car d'un restaurant à l'autre, les prix peuvent varier. Retour à la Ferté-Bernard, près du Mans, dans l'établissement de Fadi. Ici, le menu est vendu 9,80 €, un peu plus cher que la moyenne nationale. Il n'y a pas une grille nationale en fait. Sur la partie tarifaire, chaque franchisé est libre de ses prix. Chacun fait en fonction de son marché. Sa stratégie tarifaire plus élevée, Fadi l'a dupliquée dans tout son royaume. 9,80 €, c'est la norme dans ces 6 restaurants installés autour du Mans. À l'échelle nationale,
Plus de la moitié du réseau est au prix très agressif de 8,90 €. Le BK le plus cher est dans l'Ain, à Ornex, avec un menu à 12 €. Un écart de plus ou moins 3 €. Ça se passe comme ça aussi chez McDonald's. C'est même plus proche, de 3,50 €. Dans cette jungle des prix, à chacun de chercher la bonne affaire à la borne. Une seule exception à cette règle, les produits d'appel, aux tarifs imposés. Il y a un enjeu prix, ça c'est une certitude. C'est pour ça qu'on a des menus iconiques, accessibles, que ce soit le menu enfant à 4 € qu'on n'a pas bougé, le menu d'entrée qui est à 5 €. Ces prix-là sont très importants pour attirer nos clients dans nos restaurants. La formule a fait ses preuves. Les restaurants de l'enseigne réalisent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros. Une sacrée réussite. Et pourtant, la marque a longtemps été synonyme en France de flop historique. C'est une histoire que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Après son arrivée dans les années 80, l'enseigne va baisser les bras 2 décennies plus tard. En 97, incapable de rivaliser avec McDo, BK fait ses valises. Le roi des burgers bon marché va fermer ses portes d'ici la fin de l'année. Le régime sec hexagonal pour la marque va durer 15 ans, jusqu'au coup de poker d'un petit génie de la restauration. Olivier Bertrand, un businessman de la food, un homme très discret, découvert dès 2003 par Capital. Ça lance pas bien vite. Hein. À l'époque, cet Auvergnat est à la tête de 60 restaurants. Le côté Auvergnat chez vous, c'est... Bon, c'est peut-être nous apprendre à compter à l'Auvergnate. On est très attentif aux moindres dépenses. Avec son style tout en économie, il a aujourd'hui plusieurs milliers d'établissements dans le monde. Olivier Bertrand a créé un mastodonte de la restauration. Son groupe affiche un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros avec une signature, relancer des marques. À son tableau de chasse, le rachat de plusieurs grandes brasseries parisiennes, comme La Coupole et Lip, mais aussi des chaînes très populaires, comme Léon, Au Bureau ou Hippopotamus. Retour, quadrille, retour. Son savoir-faire, le groupe Bertrand l'a appliqué à Burger King. En 2013, il crée l'événement en ouvrant une poignée de restaurants, dont celui-ci, au cœur de la gare Saint-Lazare à Paris. Messieurs, bonjour. Vous êtes dirigé vers les caisses, s'il vous plaît. La foule fait le voyage pour déguster son Whopper. Vous attendiez ça depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans. Aujourd'hui encore, les spécialistes du burger sont unanimes. Comme Jonathan Jablonski, il a créé sa propre chaîne en s'inspirant de la réussite du groupe Bertrand. Pour lui, avec BK, le groupe a eu du flair avant tout le monde. Dans les années 2012, c'est l'explosion du burger en France. Burger King est une marque que tout le monde connaît en fait, que ce soit dans les films aux États-Unis, que ce soit quand on voyage, il y en a partout. L'appétit pour la marque était intact. Et pour réussir là où les Américains avaient échoué, Olivier Bertrand avait tout prévu. Ils ont racheté déjà Quick qui n'allait pas bien, donc ils ont fait un très bon coup sur Quick. Et en reprenant Quick, je pense que la vraie stratégie c'était de faire venir Burger King, de mettre des Burger King à la place des Quick qui ne fonctionnaient pas. Cette stratégie a été très forte. Depuis, la croissance épate encore le secteur, plus 5% par an. De quoi attirer toujours plus de candidats à la franchise. Ils sont 1500 prêts à tous les sacrifices pour décrocher le Graal, mais une vingtaine seulement sera choisie. À Chelles, en région parisienne, un candidat s'est lancé dans ce défi. Julien, 40 ans, a même pris un maximum de risques. Il a lâché un poste de responsable dans la restauration et vit aujourd'hui avec ses allocations chômage. Son espoir, être retenu pour piloter un restaurant d'ici 6 mois. J'utilise la Bible de Burger King, qui est le King's Book, dans lequel il y a tout ce qu'il faut connaître et apprendre par cœur, en normes, en méthodes, en process de chez Burger King. Ce document interne, on en retrouve des extraits sur Internet. À l'intérieur, les secrets des recettes, mais aussi des astuces maison pour booster les ventes, comme inciter par exemple à prendre un grand menu. Julien
va devoir digérer très vite les 128 pages pour intégrer la meute des entrepreneurs BK. C'est une franchise qui est en pleine expansion en ce moment. Donc il y a des opportunités partout, c'est celle qui donne le plus envie. Il y a de la théorie et bien sûr de la pratique. Cela se passe dans un véritable restaurant. Hello, salut Cani. Salut Edith. Depuis 2 mois, Julien prend son service ici tous les matins. Cani. Cani est sa manager. J'ai fait l'ouverture dans le logiciel, ouverture manager. Ok, super. C'est elle qui supervise sa formation. Mais aujourd'hui, c'est Julien qui donne les ordres. Cani, c'est bon en cuisine? Oui, sur les stocks et tout? Ouais, on a presque fini là, il finit le remplissage cuisine. Et vous n'oublierez pas les températures aussi. Oui, t'inquiète. C'est le monde à l'envers, on dirait. Parce que c'est le manager, il est de shift. Le shift, c'est le roi, c'est celui qui donne les indications, c'est celui qui donne la cadence pour le rush. On se met facilement dans les chaussons du roi ou pas? Je suis un roi en formation pour l'instant. Du monde ici. Julien doit être capable de tout gérer. Les recettes, les cuissons et le personnel. Au drive, Johanna. Pour remplir le planning du jour, cela se passe sur ce tableau. Tel un entraîneur de football, Julien doit composer son équipe sur le terrain. On va prendre l'ensemble des gens qui sont planifiés et les positionner là où ils sont les plus forts. Vous avez votre Mbappé de la friteuse là? Exactement. Edith, elle est trop forte sur ces postes-là. En fait, elle sait tout faire. Mais en fait, je sais qu'ici, si je la mets aux frites à midi, j'aurai aucun problème en fait. Pour l'apprenti franchisé, l'épreuve du feu reste le rush du midi. C'est la commande 161 à emporter. Il reste combien de temps sur les tenders, Edith? Là, tu regardes bien s'il y a les sauces, serviettes à chaque fois. Julien est la tour de contrôle du restaurant. Wahab, tu peux lancer un lavage des mains, s'il te plaît? Lavage de main, s'il vous plaît. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, pour ce travail, l'enseigne ne lui verse pas un centime. Le temps de la formation, je ne vais pas être payé, mais par contre, je sais qu'elle fait partie de mon investissement pour pouvoir ouvrir ensuite mon restaurant dans les meilleures conditions. Pour devenir franchisé, il faut du temps, mais aussi de l'argent. La création d'un nouveau restaurant coûte en moyenne 2 millions d'euros. 1 million apporté par BK, l'autre par le franchisé. Ensuite, pour exploiter la marque, le futur patron devra encore reverser 14% de son chiffre d'affaires au siège. Il faudra encore ajouter 11% de loyer pour les murs et le fonds de commerce, propriété du groupe Bertrand, soit en moyenne une redevance de 25% pour le franchisé. Là, je suis en train de vivre mon rêve, ouais, clairement. Et le plus fou, c'est que Julien ne connaît même pas l'emplacement de son futur restaurant. C'est l'enseigne qui décidera avec lui. Normalement, dans le quart nord-ouest de la France, qui va de Caen à la Vendée, en passant de Brest à Orléans. Mais ensuite, où à l'intérieur de cette zone, pour l'instant, j'en ai aucune idée. En revanche, Julien a déjà une petite idée de son futur salaire. Près de 4 000 € net par mois. Pour réussir, chaque franchisé peut ensuite compter sur un allié de poids, les nouveautés. Dans ce domaine, Burger King est plutôt du genre boulimique, une 50aine par an. Un minimum, s'il veut peser un jour aussi lourd que McDonald's. Au quartier général de la marque, aux portes de Paris, à Clichy. C'est ici que l'on cherche des nouvelles saveurs. Autour de la table, aucun chef cuistot. Pour cette mission innovation, la brigade est composée d'ingénieurs agronomes. L'idée, c'est de déguster la tortilla cheese and bacon que Nathan a patienté à ce consommateur versus la proposition veggie pour être sûr qu'on est dans la même ADN de BK, dans les mêmes goûts, etc. Une tortilla avec des faux airs de tacos, le sandwich qui fait fureur auprès des jeunes. La tortilla, on la lance parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin chez nous, que ça comblait en fait l'attente de certains consommateurs. On revient avec les produits. De la réunion à la préparation, il n'y a qu'à traverser le couloir. Hop là. Une cuisine de restaurant a été créée à l'identique, avec les mêmes équipements, mais sans le personnel. Je te lance les veggies. T'en veux 6 Je veux bien, ouais, s'il te plaît. Alors c'est Claire, la big boss du service, qui s'y colle.
mon quotidien, c'est mon travail. Il faut savoir tout faire, tout régler et tout monter. Avec son équipe, elle va passer sur le grill la version végétarienne qui doit obligatoirement rappeler le goût de la fameuse viande grillée. Là où on a du bacon fumé de porc, là on va avoir du bacon veggie. Au niveau du goût, c'est assez bluffant également. La galette de blé sera pliée, puis passée au toaster. Voilà les bébés sont arrivés. La sauce barbecue et le bacon, ça marche super bien avec le cheddar. Il est réconfortant. Vous allez le sentir aussi. Ça sent quoi? Le fumé. Je pense qu'on peut le montrer au marketing. Le goût est là, mais le coût est-il au rendez-vous? On a des food costs à ne pas dépasser avec un prix de vente. Et là, il fallait pas que ça dépasse combien pour cette tortilla? Ça, je peux pas vous le dire. En fait, le prix de vente est fixé en premier. Cette tortilla sera proposée à 4,90 €. Et selon nos informations, son prix de revient ne doit pas dépasser 1,10 €. Créer des nouveautés à petit prix, c'est le b.a-ba dans l'univers des fast-foods. On va aller manger? Mais pour booster les recettes, l'enseigne mise sur d'autres innovations. Des pépites aux marges très gourmandes. Les masters régionaux, c'est le blockbuster du moment. Une édition limitée qui revient 2 fois par an. Il y a l'Auvergnat au bleu, l'Alsacien version flamme-cuche et le Savoyard à la raclette fumée. Des burgers premium qui font grimper la note. Les menus sont jusqu'à 5 € plus chers que celui du Whopper. On a eu pour 25. Pour le burger, ouais, c'est cher, oui. En termes de rapport qualité-prix, ça vaut son prix. Ça fait plaisir une fois par mois, quand même. Derrière ce chauvinisme régional, l'enseigne joue comme McDo, la carte du terroir. Fromage AOP, bœuf 100% français. Mais cette montée en gamme justifie-t-elle vraiment cette différence de prix? Pour traquer les indices, il faut se lever aux premières heures du jour, quand la brume ne s'est pas encore dissipée sur les montagnes d'Auvergne. Dans le village de Barges, à 1100 mètres d'altitude, l'enseigne est venue chercher l'un des ingrédients phares de son master savoyard. Non, il ne s'agit pas de la viande de bœuf, mais du lait pour son fromage à raclette. Les vaches qui pâturent l'été pendant la période estivale. Faire du bon lait. Cet éleveur travaille avec le fournisseur de Burger King depuis 1 an. Bonjour Cédric. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Séduit par les caractéristiques de ce lait de montagne. Il est vraiment riche en matière grasse. On a du coup une tranche de fromage qui va être plus gourmande, plus généreuse, qui va avoir un pouvoir fondant plus important dans le burger. Ce lait, l'industriel l'achète 10% plus cher qu'un lait traditionnel. Mais pour maîtriser le prix final, Becca a un atout dans sa manche. Donc là, le lait, il est caillé, c'est ça? Donc voilà. Avec sa Charlotte rouge, Pauline est l'acheteuse fromage de la marque. Elle pèse très lourd dans l'activité de la fromagerie. Cette année, elle devrait commander pour près de 5 millions € de raclette. Aujourd'hui, on vend à peu près 60 burgers par jour par restaurant. Sur la saison raclette cette année, on sera à peu près à 450 tonnes. Donc ça fait des milliers de burgers, vraiment. Avec de tels volumes, même quand la marque joue la carte de l'artisanal, le mode industriel reprend vite le dessus. Pas de meule ronde, mais rectangulaire. Sur les raclettes rondes, si on veut faire des tranchettes dedans, on va perdre à peu près 50% du produit. Faire du carré d'environ, c'est plus compliqué. Ce format-là, ça va avoir aussi un impact économique. En évitant d'avoir des pertes, on va forcément optimiser le prix aussi. Le fromage va ensuite être mis en cave, retourné et frotté à la main. Pour 8 semaines d'affinage, la durée minimum, celle choisie par la marque. Aujourd'hui, 8 semaines, c'est nous ce qu'on a établi dans notre cahier des charges pour avoir le meilleur goût. Et aussi de maîtriser les coûts. Aussi en partie. En produisant à l'échelle industrielle, l'enseigne parvient à réduire le coût du fromage. Environ 40 centimes pour 2 tranches dans son burger spécial.
Alors, le Savoyard mérite-t-il un tel écart de prix de vente? Comparons-le au Whopper avec deux prix constatés, 6,50 € contre 11 €. D'un côté, du pain classique, de la viande d'origine européenne, des légumes frais. Selon nos calculs, il y en aurait pour 90 centimes de matières premières. Pour le sandwich premium, un bun brioché, de la viande française, du bacon et bien sûr de la raclette. L'addition monte à 1,75 €. Le coût matière a beau être 2 fois plus élevé, la version haut de gamme génère 3,25 € de marge brute en plus. Une belle opération. Quand les burgers régionaux sont à l'affiche, les commandes affluent. Un client sur 3 se laisserait séduire. De quoi doper les ventes. Et pour doubler McDo, BK en a encore sous le pied. Avec un puissant levier que la marque avait un peu mis de côté. En Normandie, à Tourville-la-Rivière, la bataille ne se déroule pas dans les restaurants, mais à l'extérieur. Cela peut paraître surprenant, mais 4 clients sur 10 seulement choisissent de manger installés à table. Une large majorité prend à emporter en livraison ou passe par la case du drive. Le drive, c'est primordial. Cela représente 20% des ventes. La marque aimerait augmenter ses résultats de 10 points. Alors elle a mis le paquet. Double piste obligatoire pour éviter les embouteillages. Est-ce que vous connaissez le jeu de la roulette, monsieur? Et le mois dernier, une animation pour attirer les clients. Une roulette virtuelle. Dommage. Chaque voiture peut tenter sa chance. 0, peanuts, on va bouffer des pâtes. Les pâtes de la loose. Et pour les winners, des snacks offerts. Vous avez 9 onion rings offerts. Je prends, avec plaisir. Rien n'est laissé au hasard. 6 gagnants sont programmés par vague de 30 clients. Et le jackpot. Eh bien, vous remportez votre commande offerte. Et cela peu importe le montant. Bonne journée! Pour Frédéric, le directeur de ce restaurant, cette trouvaille peut faire des heureux. Le record sur ce restaurant-là, c'est une commande à 120 €. Clairement. Donc c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Ils étaient tous très contents dans la voiture. Une belle commande. Si la chaîne fait autant d'efforts sur le drive, c'est parce qu'il y a un petit avantage. Dans ces allées, le ticket moyen de 21 € grimpe de 15%. La vraie espérance aujourd'hui, c'est que le client apprécie ce petit jeu. Donc en fait, c'est qu'au fur et à mesure, ça fasse du bouche à oreille et que plus de clients viennent sur nos restaurants, clairement. La roulette, un coup de boost qui reviendra désormais 2 fois par an. Bonne journée, au revoir. C'est avec ce genre d'innovation que Burger King espère rattraper son retard. D'ici 2030, l'enseigne souhaite vendre sur le marché français 250 millions de burgers par an. Cela restera encore 3 fois moins que son grand rival McDonald's. Après le kebab et le tacos, et si c'était lui la nouvelle star du fast-food? Son nom, le Krusty. Son prix, moins de 10 €. Et la recette est ultra simple. Du poulet frit, du riz et bien sûr une sauce secrète. Vous allez découvrir un vrai phénomène et surtout les secrets d'une rentabilité exceptionnelle. Capital présente, copieux et pas cher, la folie du poulet Krusty. C'est signé Angèle Delmotte. Quand je dis Krusty, vous dites gay, d'accord? Krusty? Krusty? Ok, t'es ma monnaie. Qui aurait parié qu'un nouveau fast-food déchaînerait à ce point les passions? Ce jour-là à Nantes, la foule est aux premières loges. T'es à combien là? T'es à combien de personnes là? Là, je vais être à 200 dans 5 personnes. Ok, ça marche. Je vais guetter le monde un peu. Ça... La file, elle va jusqu'à là-bas. Ça veut dire. Et quelle heure là? C'est bientôt là, dans 30 minutes. 145e. 146. Hâte de goûter, hâte de voir. Tous attendent de pouvoir tester le plat qui affole la jeunesse, le poulet Krusty. Allez, oh, il est bon. Pour les faire patienter avant l'ouverture, l'enseigne ne recule devant rien, avec des défis lancés au public et même une PlayStation à gagner. En cuisine,
Allez, on y va les gars. Les équipes s'apprêtent à envoyer du lourd. Derrière ce crousti vendu 9 €, la garantie d'un repas ultra copieux. 750 grammes de riz et de poulet frit, nappé d'une bonne louche de sauce secrète. Un seul plat à la carte, simple mais imbattable. Donc là, notre barquette, elle est prête. Et là, voilà, ça, c'est 9 €. D'où le succès de ce plat. Un plat pas cher, consistant, généreux et aussi beau en présentation. Pour l'occasion, les 500 premiers clients ont droit à un crousti offert. J'ai bien fait d'attendre. C'est trop bon. La sauce, elle est trop bonne. Le poulet est trop bon. Après, il y a tout qui est trop bon. J'ai envie de pleurer. Parmi eux, Aline et Anissa, 2 étudiantes. Ça y est. Ça y est. Après cette longue attente, nous avons enfin notre crousti. On a hâte de goûter. Wow. Ça donne très envie en tout cas. Déjà, c'est une part généreuse. Ça croustille bien. C'est très bon. Très très bon. Et je trouve que c'est quand même assez grand pour... je pense qu'on viendra. Avec moins de queue, mais ça vaut le coup. C'est bon. Implantée juste en face du leader du secteur McDonald's, l'enseigne de poulet frit vient défier le géant sur ses terres et relancer le match des fast-foods. C'est la nouvelle star de la restauration rapide. Un raz-de-marée crousti en passe de tout balayer sur son passage. Avec une promesse, vous rassasiez pour pas cher. 9 € pour avoir un plat qui cale, je pense qu'on peut pas faire mieux. Hein. Même un grec, ça coûte 10 € maintenant. Nous avons enquêté sur le succès de ce plat que personne n'avait vu venir. On a ouvert à Poitiers, on a ouvert à Montpellier, on a ouvert à Niort, jusqu'aux ouvertures notamment parisiennes avec plus de 3000 personnes devant le restaurant. C'était assez impressionnant. En misant tout sur le poulet, la viande bon marché par excellence, qui sont ces entrepreneurs à avoir fait fortune grâce au crousti? Le riz crousti, il est venu casser les codes de la restauration. Pour moi qui ai fait du burger avant, je trouve ça 2 à 3 fois plus intéressant. Tasty Crousti, Crousti Sabaïdi, Crousti Game, entre ces nouveaux rois de la restauration rapide, la guerre fait rage. Nous, Crousti Game, proposons des croustilles innovants et uniques. Et pour l'emporter, il faut parier sur les bonnes formules, avec des recettes toujours plus originales. On a le M&M's, on a la même version en Oreo, là le Kinder Bueno. Mais que contiennent vraiment ces barquettes? Qui remporte le match des calories face aux autres grands classiques? Est-ce que chez soi, on se servirait une telle portion de poulet? On s'est habitué son estomac à beaucoup recevoir et finalement, on a de plus en plus faim. Poulet crousti, enquête sur la nouvelle folie qui agite la planète fast-food. Réussir dans le milieu de la restauration rapide, c'est avant tout savoir miser sur le concept qui cartonne, au bon moment. En banlieue parisienne, Mohamed Konaté, 27 ans, a tout plaqué pour tenter l'aventure crousti, il y a 6 mois. La boutique, elle se trouve sur la gauche, juste ici, là. Avant, il était propriétaire d'un restaurant de burgers. Mais voyant la tendance s'essouffler, il décide de se réinventer pour prendre le train en marche. Nous, on avait un petit resto de smash burger à la base, pour la petite histoire. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que les modes, les habitudes de consommation avaient changé. On a vu la hype autour du riz crousti, on a vu les files d'attente interminables, la demande qui explosait de partout. Et on s'est dit, pourquoi pas? Depuis, ses affaires ont décollé. Son enseigne Crousti Factory compte déjà 6 restaurants partout en France. Des pépites ultra rentables. Comment tu vas? Salam, ça va et toi? Ça va, super. Tranquillement. Code 9? Tombeau. Ça va? Ça va, ça se passe? Ouais, ça va, franchement, bon démarrage. Ouais. On est content. Ouais. Je vais te montrer un peu les chiffres, tout ouais, ça. Ouais, je me permets. Et après, comme ça... Je me permets. Son dernier restaurant a ouvert il y a 1 semaine et les débuts sont déjà prometteurs. Bon, ça va quand même, c'est un bon démarrage, ouais. 17 230 € de chiffre d'affaires. Pour une première semaine d'exploitation, c'est pas mal. Et on espère ici finir à 80-90 000 € de chiffre d'affaires mensuel. 90 000 €, cela n'a rien de fou. C'est la moyenne de ce que réalisent déjà ces autres établissements.
Dès que ce point de vente s'est transformé en riz croustillant, il a réalisé une croissance du chiffre d'affaires de 265%, ce qui est énorme quand même. C'est pour vous dire à quel point c'est intéressant. Des résultats spectaculaires, obtenus grâce à une recette imbattable. Et j'ai la suite de la commande 617, c'est pour vous, messieurs, dames. Derrière les 3 déclinaisons proposées à la carte, toujours le même plat, ultra simple, réalisé avec seulement 3 ingrédients. 300 g de riz, que Mohamed paye 48 centimes. Il faut vraiment se rapprocher le plus possible des 300, sans les dépasser. Ensuite, on met la sauce. 120 ml de sauce blanche à 66 centimes. Et 250 g de poulet frit à 1,48 €. Ça va, c'est très bien. Là, on voit que la barquette, elle est remplie comme pas possible. On ne peut pas faire mieux. Quand on va rajouter les sauces, pour finir, tu me fais une sucrée piquante, s'il te plaît. Avec les 3 sauces, la garniture et l'emballage, le prix d'un crousti revient à Mohamed à 3,05 €. Et là, on arrive bien à notre crousti final à 755 grammes. C'est hyper important de respecter le grammage, mais vraiment au gramme près, limite. Là, on est pile poil dans ce qu'il faut. Ça permet aux clients d'être contents et à nous de gérer nos coûts matières. Vendu 9 € aux clients, l'entrepreneur réalise une marge brute de 5,95 €. C'est 1,45 € de plus que pour son burger. Et pour préparer ses croustilles, il n'a pas eu besoin d'investir beaucoup dans les équipements de sa cuisine. Alors pour se lancer dans le croustillant, on a besoin d'une double friteuse. C'est essentiel. Là, on a la deuxième partie de la friteuse qui va arriver. Ça vaut dans les alentours de 8 000 €, quelque chose comme ça. Ensuite, on a besoin au minima 2 cuiseurs à riz de 12 litres. C'est très important. Un riz, ça prend 30 minutes à cuire. Si j'en ai qu'un seul, le riz est fini. Je vais faire attendre les clients 30 minutes. Le temps de relancer le deuxième. Impérativement, il faut 2 cuiseurs à riz. Comptez 200 € l'unité. Au total, moins de 10 000 € ont suffi pour équiper sa cuisine. C'est moitié moins cher que pour lancer une enseigne de burgers ou de tacos. Ça permet en fait de commencer avec peu d'investissement. C'est quasiment imbattable. Dernier avantage, le format de son restaurant. 90 mètres carrés et à peine une dizaine de places assises, car le modèle repose à 70% sur la vente à emporter. Comme je suis ambulancière, c'est la course. Donc rapide, efficace et on va manger et reprendre le boulot. Résultat, un petit loyer et seulement 4 salariés pour assurer le service, cuisinier compris. Et voilà pour Merci, bonne journée, bon courage à tous. Au total, sur 90 000 € de chiffre d'affaires, après avoir payé les matières premières, le loyer et les charges fixes, les salaires, le budget communication et les taxes, Mohamed réalise une marge nette avant impôt de 26%, soit plus de 23 000 € de bénéfices. Un record dans l'univers de la restauration rapide. Du poulet, tout ça. Et c'est le poulet. Et le secret de sa rentabilité se cache dans ses cartons. Mohamed reçoit 900 kg de poulet par semaine dans chacun de ses restaurants. Voilà comment on le reçoit. C'est des poulets qui sont déjà coupés en lamelles. C'est beaucoup plus facile à travailler parce qu'au-delà du poulet, après, il y a une marinade qui est avec, après les chapelets, après les frits. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des prix, surtout avec les volumes qu'on consomme, on est obligé d'avoir des prix très compétitifs. Pour réduire ses coûts, l'entrepreneur importe son poulet de Pologne, l'un des moins chers d'Europe. Environ 6 € le kilo, contre plus de 8 € en France. Salut les gars, ça va? Une matière première à prix cassé, qu'il doit renégocier régulièrement. Tu vois, on était à peu près à 600-700 kilos. Ben là, sur les 6 points de vente, tu vois, on dépasse les 2 tonnes. Là, les volumes, ils ont triplé, t'as vu, depuis le mois de septembre. Ça veut dire qu'il faut le rappeler, il faut voir ce qu'il peut faire encore. On va voir avec lui, ouais. Salut Mohamed, comment tu vas? Ça va, super, et toi? Ça bosse, c'est à vous qu'il faut dire ça, là, comment ça se passe? Ben nous, on est contents. Juste au niveau des quantités, maintenant, ben t'as vu, on a doublé notre volume, tu vois. Ouais. Du coup, je voulais voir avec toi directement, comment on peut faire, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux me proposer? Le volume a doublé, qu'est-ce que tu peux me proposer? Pour. À ton avis, pour. Le prix du poulet, surtout. D'accord. Tac. En ce moment, Mohamed paye son kilo de poulet 5,90 €. Mais il sait qu'il peut trouver mieux. Pour faire plier son fournisseur, il va tenter un coup de poker. Inventer une offre concurrente. L'aiguillette de poulet, aujourd'hui, on propose 5,79. Ok. Est-ce que tu peux t'aligner à ce prix-là? On propose 5,79.
J'ai pas envie. Avec moi quand même, t'es dur, hein. Non, je suis pas dur. Honnêtement, je suis pas dur. La vérité, t'as vu les quantités? Bon, écoute, on va essayer de trouver un accord. On se met à 5,80, ça te dérange pas? Ok, top, Ali, merci. Je savais que tu pouvais faire quelque chose pour moi, mon ami. Bah, je pourrais continuer même sur le prix du riz, non? Non, je rigole, je plaisante, mon ami. Son audace paye. Le prix au kilo chute de 10 centimes. C'est énorme. 10 centimes, en fait, on se rend pas compte. Mais sur des volumes, on parle de tonnes de poulet à l'année. Sur des volumes comme ceux-là, ça représente des milliers d'euros. Précisément, 20 000 euros d'économie par an. Et les négociations pourraient très vite reprendre, car d'ici juillet, sa marque comptera 15 points de vente. Ce modèle ultra rentable en a inspiré beaucoup d'autres. En quelques mois, plus de 150 enseignes de croustilles ont fleuri partout en France. Et ce n'est qu'un début. En tête des ventes sur le marché du fast-food, le burger, suivi du kebab, du tacos, du sushi et depuis peu d'un invité surprise, le crousti. Sur les 2 dernières années, le burger, pour la première fois de son histoire, il recule en volume de 6,9%. Le tacos recule de 10% en volume. Les sushis, très gros recul de 30%. Et le fameux crousti, qui lui a une augmentation de 80%. Il arrive de rien, il arrive de très très loin et il s'est déjà hissé au niveau du sushi. Alors qui aurait pu parier sur une telle réussite? Peut-être les inventeurs de la recette, nés il y a plus de 10 ans, à Bordeaux. En plein centre-ville, cette adresse est devenue une institution. J'ai la commande 18 à emporter, s'il vous plaît. Depuis son ouverture en 2012, Crousti Sabaïdi régale ses habitués. Alors, je vais prendre un menu pour ma fille. Par la même occasion, j'en prends un pour moi. Elle va être contente, votre fille. Je pense. Elle m'envoie des emojis avec des cœurs quand je lui dis, bah tiens, finalement, je suis passée t'acheter un crousti pour ce soir. Donc en général, pour l'ego, c'est super. Tu l'as déjà fait, ça? Non, pas encore. À la manœuvre, Jérémy Dupuis, 30 ans. Le concept est né d'une idée simple, proposer un plat gourmand et pas cher. Le rêve, c'était d'ouvrir un food truck. C'était le début, ouvrir un food truck, proposer un produit simple, un produit pas trop compliqué à préparer et accessible pour tout le monde. En fait, un des fondateurs est d'origine laotienne et dans l'image et l'idée qu'il voulait créer autour de ce plat, c'était un plat qui corresponde aussi à ses racines. Leur recette est inspirée du poulet katsu, un plat populaire en Asie. Ici, on a donc le poulet qui a été mariné, découpé et mariné hier. Comme ça, il a bien eu le temps de prendre le goût de la marinade maison. Et ensuite, là, on va le chapelure pour le service. Donc là, c'est de la chapelure panko, qui est un peu différente de la chapelure traditionnelle. Chapelure d'origine japonaise qui est plus croustillante que la chapelure de pain qui va être beaucoup plus fine. Ici, on va vraiment avoir le côté croustillant. Et leur coup de génie, on va préparer aussi donc la sauce blanche. C'est la fameuse sauce blanche. De la crème, de la mayonnaise, du persil. Mais nous n'en saurons pas davantage. La recette est protégée comme un trésor. Même sur l'emballage, aucun moyen d'accéder à la composition. On ne voit pas afficher la recette exacte. Il n'y a rien écrit, il n'y a pas les ingrédients. C'est une sauce qu'on a protégée, nous, qu'on essaye de garder le plus secrète possible. Mais moi, je ne la connais pas, la recette. La recette, il n'y a que, je pense, 3 personnes qui la connaissent. Une sauce secrète au cœur de toutes les convoitises. Ça, c'est la même recette depuis le premier crousti qu'on a sorti en 2012. Et qu'on essaye de copier. Qu'on essaye de copier, effectivement. Ouais. Et alors, ils ont réussi pour l'instant? Il y a des bonnes choses qui se font sur le marché, on va pas se mentir. Mais on est allé tester beaucoup d'autres enseignes. On n'a jamais réussi à retrouver ce goût très identitaire Crousti Sabaïdi sur ce produit. Si au départ leur succès était limité à l'échelle locale, la marque a réussi à s'imposer aux 4 coins du pays. Salut les gars, ça va? Au siège, la carte de France s'affiche fièrement, avec déjà 37 points de vente ouverts. Et les prochaines adresses sont dans les cartons. Cette carte, elle est en plein en face de l'entrée parce qu'à chaque fois qu'on rentre, ça nous rappelle l'importance de tout le travail qu'il y a à faire. On a ouvert à Poitiers, on a ouvert à Montpellier, on a ouvert à Niort, on a ouvert plusieurs restaurants et petit à petit, on est venu s'écarter un petit peu de nos bases jusqu'aux ouvertures, notamment parisiennes, depuis l'année dernière seulement. L'une des ouvertures parisiennes a d'ailleurs particulièrement fait parler d'elle.
En septembre dernier, à Châtelet-Les-Halles, en plein cœur de Paris, Krusty Sabaidi avait promis l'événement de la rentrée. On avait prévu 1000 plats offerts pour l'ouverture, sauf qu'on s'est retrouvé avec plus de 3000 personnes devant le restaurant. C'était assez impressionnant. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Je vais demander à chacun dans toutes les directions de repartir vers l'arrière. Très vite, le rassemblement vire à l'émeute. Calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. La police doit intervenir pour mettre fin à l'opération Krusty. Un bad buzz qui aurait pu faire couler la marque, mais étonnamment, c'est tout le contraire. Ça va les amis? Depuis cet événement, l'enseigne aux 20 millions d'euros de chiffre d'affaires accélère son expansion et compte sur un modèle qui a fait ses preuves dans la restauration, la franchise. Ça c'est quoi, c'est Dijon du coup? Ouais. Donc là vous venez de le finaliser? Chaque semaine, Jérémy et son équipe étudient la quinzaine de demandes reçues, à la recherche des profils les plus solides. Et donc parmi ces profils, par exemple, on va avoir le candidat Rémi. Très bon candidat, expérience dans la restauration, très sérieux, un apport conséquent. Ce candidat à la franchise a repéré un local en plein centre-ville de Brest. L'emplacement qu'on va aller visiter demain se situe en face de l'entrée du centre commercial Espace Jaurès. On a lycée, collège, université, CHU, tout à proximité. Soit un rayon de 25 000 clients potentiels. Mais un bon emplacement, ce n'est pas seulement la fréquentation. Il faut aussi surveiller la concurrence. Et ici, il y a du lourd. On s'est renseigné un petit peu sur les chiffres d'affaires des voisins. Subway, Burger King, Otakos font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc je pense que ce local sera capable d'aller chercher plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. De quoi faire saliver Jérémy. Dans son système, il prélève tous les mois 6% du chiffre d'affaires de ses franchisés. Rien qu'avec ce nouveau point de vente, il pourrait gagner 60 000 euros par an. Quelques jours plus tard à Brest, c'est l'heure de valider l'emplacement avec Rémi, le futur franchisé. Le premier que tu m'avais envoyé, du coup, il était à l'entrée du centre commercial plus haut là-bas. C'est ça, un peu plus haut. Ce Breton est déjà propriétaire de 3 restaurants dans la ville. Je vais me diriger vers une franchise qui m'accompagne sur du long terme pour un développement vraiment durable avec plusieurs points de vente. De toute façon, on voit, ça cartonne, on en parle beaucoup. Le futur McDo, je dis ça comme ça. C'est vrai que ça cartonne énormément, donc moi ça m'intéresse. Monsieur Pécrière, bonjour. Pour dénicher le local idéal, Rémi a fait appel à 2 agents immobiliers de la région. Voici le local qu'on va visiter. Ouais. D'accord. Donc on a le McDo qui est là, on a le Burger King qui sera plus haut, et on a le Otakos qui est sur ta gauche ici. Okay. On va faire la visite à l'intérieur, on va regarder. À l'intérieur, un ancien restaurant a réaménagé totalement. Donc là, ils avaient des petites alcôves dans lesquelles ils venaient mettre des banquettes. Oui, tout ça, ça saute, non? Reste à chiffrer le coût des travaux. Ce que je vois, c'est que c'est assez humide. Il faudra qu'on reprenne tout le carrelage au sol pour mettre du carrelage antidérapant. L'enseigne a prévu une enveloppe de 400 000 euros de travaux aux frais du franchisé. Mais ici, pas sûr que cela suffise. À première vue, il faudrait qu'on puisse réussir à ouvrir le mur qui est au fond pour pouvoir accéder directement derrière. Pour que le service reste rapide et efficace, il va falloir aménager un accès direct à l'arrière-cuisine. Très régulièrement, on a besoin d'aller chercher, d'aller se ravitailler en poulet, d'aller se ravitailler en riz, d'aller se ravitailler en boisson. Donc si on n'a pas un accès direct, c'est compliqué. Et sinon, tes équipes elles vont faire que traverser la salle, revenir, repartir, revenir. D'après les plans, la seule solution serait de déplacer entièrement la cuisine, au risque de faire exploser le budget. Une cuisine comme ça, qui normalement tout fourni, tout équipé, devrait sortir sur 50 000 60 000 euros justement. On va faire x2 juste parce qu'on a décidé de la déplacer. Je pense qu'il faudra étudier le local, mais il faudra aussi aller voir ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas signer n'importe comment, trop vite, prendre son temps. On parle quand même de sommes. On parle de 500 000 euros, 400 000 euros d'investissement, donc on ne va pas le signer comme ça sur un coup de tête. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon pour moi. Bon. On peut y aller. Dans ce business, une erreur d'emplacement peut se payer très cher. Car entre les enseignes, la concurrence ne fait pas de cadeaux. Et la bataille dépasse largement la frontière des centres-villes. Je te mets au défi de finir ce Krusty en synchro. Je le dis, prépare déjà la récompense. Sur les réseaux sociaux, le terrain stratégique pour séduire les ados, c'est à qui repoussera le plus loin les limites du concept. Attention du riz.
Vite, vite. Une surenchère de vidéos pour se démarquer. Et à ce jeu, une marque est passée maître dans l'art de bousculer tous les codes. Krusty Game. T'es prêt ou pas, mon frère? C'est dingue. Faut que j'échauffe ma voix. Ouais. Ah, dommage, tu peux pas voir. Les amis, c'est dingue. Chaque semaine, l'équipe marketing met le paquet pour faire la promotion de leurs étonnantes nouveautés. Vas-y, go. Nous, Krusty Game, proposons des croustilles innovants et uniques, comme la gamme gratinée avec le gratiné mozza et le gratiné raclette, et bien évidemment le Krusty original. Mais vous connaissez? Ouais, chez Krusty Game, toujours imité, mais jamais régalé. Voilà. Ça, vous allez la poster au plus vite, hein, celle-là. Ouais. En coulisses, Nabil et Farid, les deux fondateurs de l'enseigne. Ils investissent plus de 40 000 € tous les mois en communication. Là, c'était quand ça venait de sortir. Elle avait fait plus de 100 000 vues. Leur obsession, gagner toujours plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour une ouverture. On parlait d'un peu tous les croustilles. 5 000 partages, c'est énorme sur une ouverture. Et là, on avait vraiment ramené tous les influenceurs et ça avait été un super succès. Vas-y, go. Moi, perso, mon préféré. Derrière les vues et les likes, c'est le chiffre d'affaires de l'enseigne qui décolle. Sur une campagne de communication ciblée comme celle-ci, on peut avoir des évolutions d'attractivité de 10 à 15%, et pas foncièrement sur le produit qui est mis en avant, mais sur le chiffre d'affaires global de l'établissement. Et pour séduire la nouvelle génération, les deux hommes ont vu encore plus loin, jusque sur les murs. Chez eux, oubliez la décoration classique d'une salle de fast-food. Pour les plus férus de jeux vidéo et de manga, il y a certains traits qui vont leur rappeler Dragon Ball Z. Là, on a une borne arcade en DA, l'arcade de jeu des années 90. Et ici, on pousse le raisonnement avec un écran sur le jeu vidéo ici. On a des établissements qui ont mis en place des PlayStation en libre accès aux clients. Et ce décor unique n'est pas leur seul atout. Ici, les clients dépensent en moyenne 4 € de plus que dans les croustilles concurrents, avec un panier moyen autour de 16 €. Tenez, monsieur le secret. Merci. Bon appétit, Le secret, proposer un maximum de choix en déclinant les recettes à l'infini. Krusty spicy, Krusty Frenchy, Krusty boursin. Leur carte n'a plus aucune limite. Croustilles au poisson, au fromage ou même au cordon bleu. Donc voilà, on voit bien le cordon bleu, hein, la sauce, généreux. Ouais, ça donne envie là. Là, à midi et demi, là, avec 20 minutes d'attente, il faut manger. Avec même une déclinaison exotique. Les algos, c'est les bananes au-dessus. Ça fait un mélange sucré-salé. J'aime beaucoup avec le riz et les sauces. Ces plats sont vendus jusqu'à 2 € plus cher que la version traditionnelle. C'est bon, j'ai trop mangé l'original, ça. Faut décider, il y a plus de variété ici. L'enseigne pousse même le concept à l'extrême, avec pour 3,90 € des croustilles en guise de dessert. C'est au riz? Quoi? Et c'est ça que je vous avais dit que je voulais. Mais ça va pas quoi? Ça a l'air trop bon, la croustille. C'est comme du riz au lait et après ils mettent de l'Oreo et un nappage de Nutella. Ces recettes sucrées ont fait la renommée de l'enseigne. Du coup, on a le riz au lait M&M's. Là, après, on a la même version en Oreo. Hop là, le Kinder Bueno. Le sucré, ça nous a fait connaître d'un plus grand nombre. Et on a quand même des gens qui se déplacent chez nous que pour le croustilles sucré. Ce midi-là, près d'un achat sur 2 est une nouveauté. Peu importe le goût, l'essentiel est de miser sur ce qui rencontre le plus de succès. Aujourd'hui, on est sur la tendance du croustilles, mais effectivement, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera peut-être plus le cas. On est là pour repérer les tendances, pour créer des marques et d'être toujours en fait dans la tendance actuelle. Sans cesse se réinventer, c'est l'une des clés de la réussite. Et pour toujours garder un coup d'avance, il faut proposer la recette que les autres n'ont pas encore imaginée. Et on va tester avec le cheddar râpé. Comme cette gamme de croustilles, gratinées au fromage. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est proposer donc plusieurs fromages différents. Le mozzarella, le cheddar, le raclette et le chèvre miel. Toujours plus riche et toujours plus gras. Quand on dispose de 6 tranches, vous voyez qu'on en a vraiment partout. Pour finir, le croustille, c'est un petit peu d'oignon crispy. Le résultat, il est magnifique.
sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça donne envie. Hein. Le Krusty Light, c'est lequel? Le Krusty Light? Ah, ça, c'est pas chez nous. Il n'y a pas de Krusty Light ici. Une barquette XXL de 750 grammes. Mais à l'intérieur, que contiennent vraiment tous ces ingrédients? Orlane Fagnoni est diététicienne, spécialiste du poids. Nous lui avons apporté 3 plats de fast-food pour les comparer. Un burger, un tacos et un Krusty. Alors là, on est sur le fast-food connu, le fast-food assumé. Il contient environ 1000 calories avec une boisson en plus. Ce n'est pas de la très grande qualité, néanmoins, ça reste quelque chose d'occasionnel et de complètement assumé. Sur ce genre de produit, on est plutôt aux alentours de 1400 calories. Donc on commence vraiment à monter. À l'intérieur, c'est assez significatif. On voit de la friture ici et surtout on constate qu'il n'y aura pas de verdure, pas de fibres. C'est ce que j'appellerais le fast-food de l'extrême. Un seul de ces repas couvre plus de la moitié des besoins nutritionnels quotidiens d'un jeune adulte. Qu'en est-il du Krusty? En apparence plus sain, à base de riz et de poulet. L'intégralité du poulet est vraiment frit. On voit même des fritures très marron à certains endroits qui vont dénaturer la protéine, qui vont enlever tout l'intérêt nutritif du poulet. Le riz blanc qui, en lui, est une bonne idée. Mais là, on va avoir 2 sauces différentes. Donc on sait qu'il y a du gras, du sel et des additifs à l'intérieur. C'est l'addition de ces différentes strates qui fait que le Krusty est totalement considéré comme un produit fast-food. Avec 1300 calories, le Krusty dépasse lui aussi largement l'apport recommandé pour rester en bonne santé. Est-ce que chez soi, on se servirait une telle portion de poulet? Donc on a la moitié de l'assiette versus la recommandation qui serait un quart seulement de l'assiette. La sauce, elle a été complètement absorbée par le riz, donc on aura du mal à se rendre compte de la quantité de sauce. Mais la quantité de riz, elle, et aussi à la moitié de l'assiette. Manger ce genre de portion, c'est habituer son estomac à beaucoup recevoir, donc à beaucoup travailler, à se surdilater, et finalement on a de plus en plus faim. En avoir toujours plus pour toujours moins cher. Une promesse qui n'a pas échappé aux géants du secteur. KFC contre-attaque, le poids lourd débarque avec sa propre version du Krusty. Souvent, ça commence par une odeur irrésistible et des vitrines qui en jettent, des gaufres gourmandes, des cookies XXL ou des donuts colorés. Nous avons enquêté sur les nouveaux rois du goûter. Proposés entre 3 et 6 €, leur vente explose. Pour vous séduire, les enseignes revendiquent souvent une fabrication maison et des produits frais. Qui dit vrai? Capital présente donuts, cookies et gaufres. Comment les rois du sucré vous font craquer. Et c'est signé Julia Galland. Dans cette rue commerçante de Paris, d'ordinaire le jour de la Saint-Valentin, ce sont les fleuristes et les chocolatiers qui font le plein. Mais cette année... Je vais vous prendre un cookie en cœur avec les amandes juste derrière là, s'il vous plaît. Voici la boutique qui cartonne auprès des amoureux. Et elle ne vend que des cookies. Bonjour. Je vais vous prendre un All by Myself. Pour cette journée, elle a misé sur d'énormes cookies en forme de cœur, tous plus gourmands les uns que les autres. Et donc ça vous fait un total de 18 €. Si l'enseigne met le paquet, cela ne doit rien au hasard. La Saint-Valentin, c'est leur plus grosse journée de l'année. J'ai eu des fleurs alors. J'offre du chocolat. Au revoir. En cuisine, derrière la vitre, c'est le coup de feu. Car tout est préparé sur place. Et cela demande un sacré coup de main. On en prévoit environ 250, 270 et des cookies classiques quasiment 900. Ils pèsent environ 300 grammes. Tout au long de la cuisson, on va venir le façonner au fur et à mesure pour qu'il ait une jolie forme de cœur, bien dodu. Ça demande un petit peu de patience. La déclaration d'amour a un prix. Entre 12 et 22 € pour ce cookie à partager. 3 fois plus cher qu'un cookie classique. Une offre gourmande qui fait perdre la tête aux clients. Bon, je pense que je vais opter pour le pistache chocolat noir, c'est ça? Jusqu'à leur faire oublier le prix. Je crois que c'est 12 €.
À 20 euros. 20 euros? Oui, bon, l'amour n'a pas de prix. Hein. C'est un chef-d'œuvre quand même. On va le casser, ce sera un cœur brisé, mais pour la bonne cause. Et il n'y a pas que les cookies qui sont prêts à tout pour combler nos envies de sucré. Donuts couverts de bonbons, cookies multicolores ou gaufres nappés de chocolat. C'est la nouvelle tendance du sucré qui fait craquer tous les Français. Tout se joue sur le visuel. Avant de manger, on mange avec les yeux. La recette, des produits XXL, ultra visuels. Et bien qu'ils soient vendus 2 fois plus cher qu'en boulangerie, ils s'écoulent comme des petits pains. Si le marché a été lancé par des géants américains, aujourd'hui ce sont des entrepreneurs français et belges qui raflent la mise. On dit qu'on est à 70% en moyenne de marge bénéficiaire. Quels sont leurs secrets? Des boutiques de petite taille, peu de personnel et surtout des produits on ne peut plus simples à fabriquer. Mais qui joue vraiment le jeu du fait maison? On reçoit notre donut surgelé, pas besoin de le cuire. Et vous faire craquer au goûter ne suffit pas. Leur but, réussir à vendre tout au long de la journée. On a vraiment l'impression de manger un hot dog, quoi. Alors comment le goûter peut-il rapporter autant d'argent? De quoi sont composés ces donuts qui affolent les réseaux? Le gros problème, ça va être, ça va être la quantité d'additifs. Enquête sur le business du goûter qui fait fondre les Français. Dans l'univers de la restauration rapide, voici peut-être le business le plus simple et le plus rentable qui existe. Dans ce centre commercial à Thiers, la journée commence toujours de la même façon. Là, c'est chocolat au lait banane et le 3 chocolats juste à côté. Pour attirer les clients, Saba n'a qu'une chose à faire, cuire des cookies. Il y a l'odeur du cookie qui se diffuse partout dans le centre, donc on ferait moins de ventes si le four n'était pas sur place. Saba s'est lancée dans la franchise il y a seulement 2 ans avec son conjoint. Avec leurs 2 magasins, elle gagne déjà 3 500 € bruts par mois. Un modèle bien rodé, une petite boutique de vente à emporter, au cœur d'un centre commercial. Et qui n'a besoin que d'un four, et d'1 à 2 vendeuses. Côté cuisine, rien à faire. Elle achète la pâte fraîche directement à la franchise. Hop. On se charge de calibrer nos cookies, donc nos cookies font 100 grammes. Et donc, arrivés sur place, on les façonne. Leurs cookies sont 10 fois plus chers que les cookies industriels vendus en supermarché, mais aussi 3 fois plus gros. C'est 100 grammes, ni plus ni moins. Il ne faut pas que ça entache notre marge, c'est important. Si elle surveille sa marge, c'est parce qu'elle ne vend que des cookies, à 3,80 € l'unité. Alors pas le choix, Saba doit en vendre le plus possible. Le matcha, chocolat blanc et le framboise chocolat blanc. Elle a misé sur ces gros cookies couverts de toppings, à base de thé, de noix et de chocolat. Ils n'ont qu'un objectif, pousser les clients à goûter toutes les saveurs. Ça ne peut pas fonctionner si on vend que des cookies à l'unité. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de cookies, d'avoir d'abord mes vitrines bien remplies pour pouvoir proposer mes offres de boîte. Pour que sa boutique soit rentable, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Saba doit atteindre un panier moyen de 8,40 €, soit 2 cookies au moins. Mais pas besoin d'être pâtissière, il faut surtout être bonne commerciale. Le 4e, il vous revient 1,60 €. Qu'est-ce qui vous tente? 2 framboises. 2 framboises? On propose la boîte de 4 si vous voulez. Moi, je vous prends une boîte de 4. Pour garantir des ventes, elle n'hésite pas à proposer à chaque client ses offres de cookies en lot, au tarif dégressif. Le 4e cookie vous revient 1,60 € au lieu de 3,80 €. Là, c'est chocolat au lait. Oui, chocolat au lait. Oui, donc 13 € s'il vous plaît. À la fin de la journée, ses efforts payent, avec un panier moyen au-dessus de son objectif. Là, on est sur un panier moyen à 9,85 € et on est content. Les cookies plaisent, les personnes n'hésitent pas à prendre plusieurs cookies en même temps, donc c'est cool. Au royaume de la gourmandise, il y a un goûter avec lequel le cookie ne peut pas rivaliser. Beaucoup plus facile à fabriquer et encore plus rentable, le donut.
300 000 donuts seraient consommés chaque jour dans l'Hexagone. Colorés, gras, sucrés. Ils séduisent tous les publics, jusqu'à envahir les réseaux sociaux. Classique, efficace. Dis-moi lequel tu as préféré. Bisous. Un marché du beignet, porté par une croissance à plus de 15% et qui n'est pas près de s'arrêter. Partout en France, la ruée vers le beignet s'accélère. Comme à Tigneux, une petite ville à 1 heure de Lyon. 5 heures du matin, Charaf, 38 ans, vit un grand jour. Cet ancien vendeur de cigarettes électroniques réalise aujourd'hui son rêve, devenir patron. J'ai pas beaucoup dormi, mais ça va le faire. Il n'y a qu'une occasion de faire une première bonne impression, donc aujourd'hui, il va pas falloir se louper. On garde la pêche. Avec ses associés, Thibaut et Florian, À l'heure. Ça va? Ça va les gars? ils pensent avoir misé sur la poule aux œufs d'or du goûter, le donut. Il ne leur reste que 6 heures avant l'inauguration de leur magasin. Là, il faut qu'on avoine parce que combien de donuts prévus aujourd'hui? J'ai fixé 2800 donuts à vendre. Après du... Ouais. On a vu que les hommes de tous les repas. Un sacré pari. Ça va Lionel? D'autant qu'ils n'ont absolument aucune expérience en pâtisserie. Charaf et ses 2 associés, plutôt portés moto et tatouage, vont se former sur le tas, le jour même de l'ouverture. Pas besoin de faire les donuts, ils arrivent déjà tout prêts, surgelés. Ouais, c'est parti. On va venir les glacer. Et il ne reste qu'à les décorer. C'est bon? Non, c'est bon, ouais. C'est bien? C'est bon. Allez, parfait. Hop. Ensuite, on va prendre un bueno. On le casse en deux. Le casse en deux. Ouais, c'est ça. Tac. Et Glaçage, topping, en 5 secondes c'est prêt. Première fournée, c'est parti. Plus que 2000. Plus que 2782. Un produit simple, tendance et rentable. Le donuts pourrait leur rapporter gros. C'est beaucoup, hein. On est sur du 70%, donc c'est une très bonne rentabilité. On est sur la tranche haute de rentabilité dans le domaine. Pour s'offrir la franchise du leader, ils n'ont investi que 120 000 €, tout compris, soit 3 fois moins qu'un restaurant de burgers. Le modèle de l'enseigne est terriblement efficace, des vitrines alléchantes, avec des donuts aux 15 saveurs différentes, dans des boutiques roses, bardées de néons fluo. Ça bouge plus de toute façon. Et un emplacement stratégique, comme ici, à 2 pas des caisses d'un hypermarché. Allez, on est tous au botte. Allez, c'est parti l'équipe. Cheese! Pour créer l'événement, l'enseigne a promis 100 donuts offerts aux premiers clients. Alors, qu'est-ce qu'on vient manger jeté? Oh là 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 là, quelle ambiance aujourd'hui! La première cliente a attendu plus d'1 heure. On ne connaissait pas la marque. Et là, quand on a vu que ça ouvrait, on s'est dit il faut qu'on vienne pour l'anniversaire. Elle fête ses 15 ans. Donc, C'est parti! Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une boîte de 12. alors, citron meringué, Oui. princesse fraise. Première vente de la journée, une boîte de 12 donuts. On est sur une boîte de 12 avec un fourré. Avec un fourré. 31 €, s'il vous plaît. Bonjour, c'était quel tour? Leur pari, miser sur les ventes de boîtes. Une boîte de 6? Allez, c'est parti. 15 € les 6, 30 € les 12, de quoi faire grimper rapidement le chiffre d'affaires. Et les beignets font craquer les familles, la clientèle cible de l'enseigne. Est-ce que vous voulez les tickets de CB? Ils sont balèzes. C'était le rendez-vous, on n'avait rien prévu aujourd'hui pour pouvoir venir ici. Ils sont super bons. 2 heures après l'inauguration, le nouveau patron est presque dépassé par son succès. Donc, on en était où? C'est la rupture de stock sur les favoris. Les filles, les buenos, vous pouvez en refaire. Parce que c'est ceux qui partent le mieux. Il n'y a plus de spéculoos pour l'instant. Dans 10 minutes. C'est chaud patate. Mais ça va le faire. Sur le podium des donuts qui se vendent le mieux, Kinder Bueno, Spéculoos et Oreo. Uniquement des marques bien connues qui attirent les clients. Un bon signe pour les ventes de Charaf. Juste un instant, tu vas juste voir à peu près où on en est rapidement. On est sur 122 ventes pour 2060 en 2h20, c'est super. Et c'est prometteur pour la journée, pour l'objectif qu'on s'est donné, c'est bien. À la fin de la journée, objectif rempli. 5 600 € de chiffre d'affaires et un panier moyen de 16 €, 2 fois plus que les cookies.
Grâce à ce lancement, Sharaf espère gagner rapidement 3 000 € net par mois. Car son magasin appartient à un réseau performant qui ne cesse de grandir. Avec 120 boutiques en franchise, Dream Donuts a réussi à conquérir la France, puis l'Europe, et s'exporte désormais à l'autre bout du monde. Jusqu'en Nouvelle-Calédonie, avec un magasin ouvert en janvier dernier. 3, 2, 1, 0 ! Le Dream Donuts Nouméa est ouvert! Bien loin des eaux turquoises de Nouméa, c'est dans une petite ville belge, à Mons, qu'est né cet empire du donut. L'idée a germé dans la tête d'Ilias Aoussar, quand il était enfant, devant un programme culte qui parle à toutes les générations. Et où le personnage principal raffole des donuts. Il y avait le fameux Homer, l'héros du dessin animé, qui était fan des donuts. Ça m'a intrigué. Et maintenant, il est temps de passer du rêve à la réalité. Pourquoi il était aussi fan des donuts? Or que moi, quand je l'ai goûté ici en Europe, j'ai trouvé pas si bon que ça. Le déclic lui vient lors d'un voyage aux États-Unis. Je me rends compte que là-bas, la coutume, c'est de manger le donut bien chaque matin. Mais surtout, j'ai goûté là-bas. J'ai trouvé très très bon. Et c'est là où je me suis dit, si quelqu'un réalise une recette à la hauteur de ce qu'ils font, ça va cartonner. Ancien vendeur en téléphonie, Ilias se retrouve sans emploi pendant le Covid. Il réunit alors ses économies, 40 000 €, et ouvre sa première boutique. Et à la fin, je me suis rendu compte que j'avais pas suffisamment d'argent pour finir les travaux, donc j'ai vendu ma voiture et j'ai fini les travaux avec le peu qui me restait. Avec son logo inspiré des Simpsons et une décoration 100% rose, il ouvre Dream Donuts. C'était à Charleroi, en 2020. On a ouvert, on avait des files devant notre boutique. Et il y a un soulagement quand on voit du monde devant sa boutique, et surtout quand on voit le chiffre d'affaires. 12 boutiques ouvrent ensuite en Belgique. Puis tout va très vite. Des dizaines d'ouvertures en France, mais aussi en Espagne, au Portugal ou au Maroc. 6 ans plus tard, le chef d'entreprise a l'ambition de dominer le marché mondial. Il n'a pas froid aux yeux, et tant mieux, car dans une boutique de donuts, bonjour équipe, comment ça va? Pour vendre un maximum, il ne faut pas avoir peur d'en faire trop. Plus le beignet est original, coloré et décalé, mieux c'est. Et le monsieur originalité, c'est Manu. Alors Manu, qu'est-ce que tu as à me proposer? Donc on va continuer en mars avec le donut plus la boisson. Le but c'est d'avoir un truc sympa pour le début du printemps. Je préfère Chéri Coco limite. Chéri Coco c'est plus sympa. Et puis c'est parlant. Il est capable de décliner le donut à toutes les sauces. Pain d'épices à Noël, galette des rois en janvier, citrouille d'Halloween et même le donut pina colada en été. Pendant les vacances, on essaie de faire quelque chose d'un peu sympa avec le donuts cocktail. Et ceux qui partaient pas en vacances, ils se sont dit je vais me prendre comme ma petite pina colada bubble tea plus le donut. Et ça a quand même bien marché en fait. Il faut toujours créer, développer, innover pour être toujours dans la tendance. Mais quelle que soit la création, le beignet doit rester rentable. Le donut. Alors le choix des ingrédients est crucial. On va y poser une jolie petite fleur toute mignonne. Grâce à sa garniture simple, le donut du mois de mars, Chéri Coco, ne devrait pas coûter trop cher. Celui-là, il est plutôt rentable. Hein. Ouais, c'est un donut sur lequel il n'est pas trop chargé, il n'y a pas de biscuits, il n'y a pas de matières premières qui sont très chères. Peut-être la fleur qui doit être aux alentours des 7 cents. Et là, on est sur un donut qui est hyper rentable pour nous. En revanche, la prochaine création surfe sur la tendance du macaron. Une friandise bien plus coûteuse, vendue 80 centimes pièce sur le marché. Excellent. Alors Manu a trouvé une solution pour baisser le prix. Faire leur propre macaron. On est en pleine réflexion justement pour racheter juste les coques. Et comme nous avons des marques propres en fourrage, etc., et les faire fourrer directement par nos franchisés pour baisser le coût, on va arriver aux alentours des 34 cents. Bon, le donut serait un peu plus cher pour nous par rapport à ce qu'on fait habituellement. Ouais. Et c'est un beau produit d'appel. Hein, c'est ça. Des produits stars dont ils ne peuvent pas se passer, comme le Kinder Bueno, l'Oreo ou le macaron. Ces marques coûtent cher au patron. Et tous ces donuts ne lui rapportent pas autant.
Prenons l'exemple du Chéri Coco. 25 centimes de donuts nature, entre 15 à 20 centimes de nappage et de coco, et 7 centimes de fleurs, soit une marge brute très rentable de 85%. Le donuts macaron, lui, est bien plus coûteux. En plus du donuts, il faut ajouter 10 à 15 centimes de nappage, 9 centimes de chocolat et 34 centimes de macaron. La marge brute chute à 72%. Leur stratégie est simple. Proposer tous les donuts à 2,90 € et parier sur l'achat par boîte, où le client mélange sans le savoir les donuts à faible et à forte marge. L'objectif étant que quand le client nous prend une box de 6 donuts ou de 12 donuts, il va choisir un peu de tout forcément et la globalité nous permettra de générer un bénéfice sur la totalité du produit. Des méthodes qui lui ont permis de se hisser au sommet. En 2025, Dream Donuts a engrangé 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 6 fois plus que leurs concurrents. Alors le leader le restera-t-il longtemps? Son concept a été repris par plusieurs enseignes. Et la concurrence casse les prix. Dans ce centre commercial, difficile de voir une différence au premier coup d'œil. On part sur combien de donuts? Murs couverts de fleurs, décor rose bonbon, néon fluo et logo cartoonesque. Et en vitrine, les best-sellers du marché. Bah alors moi déjà je vais prendre un bueno. Un bueno? Ah une bueno me fait de l'œil. Un spéculoos. Et un Oreo aussi. Un Oreo. Des produits similaires, mais pas au même prix. Un guimauve. On a 2,70 s'il vous plaît. 2,70 € l'unité, contre 2,90 € en moyenne chez Dream Donuts. C'est 20 centimes moins cher. Alors comment cette enseigne y parvient-elle? Celle qui challenge le marché du donuts, c'est elle, Sandrine Bensoussan. Ça va les filles, tout se passe bien? Elle a installé son laboratoire dans le centre de Lille. Vous êtes sur le bueno, et après vous enchaînez avec... Je pense que je vais faire spéculoos et Oreo. Il y en a pas mal aujourd'hui. Ouais. Elle gère une quarantaine d'employés, dont Chloé et Camille, qui doivent assembler 8000 donuts. Objectif, les livrer dès 9 h du matin le lendemain, dans les 13 magasins de la région. Comme tout est déjà bien prêt, on fait à peu près 400 donuts à l'heure. On carbure. Le volume, c'est le maître mot de la patronne. Plus elle en fait, et mieux elle peut négocier au plus bas les ingrédients de marque. Le principal problème des vendeurs de donuts. J'ai l'habitude de négocier, de connaître les tarifs. Mes fournisseurs ont peur d'ailleurs quand je les appelle parce que le moindre centime compte. Si elle négocie au cordeau, c'est parce qu'il lui est impossible de faire l'impasse sur les incontournables. Céréales Max, Kinder Country, Kinder Bueno, M&M's ou encore le Nutella. On fait attention effectivement à mettre un vrai Nutella, ce qui n'est pas forcément vrai dans toutes les enseignes. En fait, Sandrine achète pour tout son réseau, soit 30 magasins. Car avec ses 5 tonnes de Nutella utilisées par an, elle a pu négocier un très bon prix. 6 € le kilo, contre 6,80 € chez les grossistes. 80 centimes d'écart, soit 3 960 € d'économie à l'année. On ne peut pas passer au-dessus du Nutella, en tout cas dans notre enseigne. On sait que c'est le donut le plus vendu sur notre boutique, par exemple, de Noyelles-Godeau. Si les économies se jouent sur quelques centimes avec le Nutella, Sandrine a réussi à récupérer plusieurs euros sur un autre biscuit. Alors le spéculoos, voilà, au lieu d'acheter des petits paquets de 400 grammes, on achète, nous, des colis de 10 kilos. Elle commande des brisures de biscuits bien moins chères. Et avec 1600 kilos utilisés par an, elle a pu faire jouer le volume. Le prix est passé de 4,65 € hors taxe au kilo à seulement 1 €. Ça fait partie aussi de la rentabilité du donut, c'est de se dire, on ouvre un carton de 10 kilos et on sait passer plusieurs centaines de donuts. Chaque détail compte et chaque geste compte. Mais là où elle grappille le plus de centimes, c'est sur l'ingrédient phare, le donut en lui-même. Le secret, il ne le fabrique pas, car il est acheté déjà tout prêt. On reçoit notre donuts nature. Donc il est cuit dans l'usine de production. Ici, on ne peut pas se permettre d'avoir des énormes friteuses. Voilà. Donc c'est une chaîne de production qui nous livre surgelé. D'où viennent ces beignets déjà tout prêts?
Mystère. Aucune enseigne n'a souhaité nous le révéler. Car en réalité, ils viennent souvent de loin. La majorité des donuts vendus en France proviennent d'usines géantes. France, Espagne, Belgique, Pologne. Des industriels les fabriquent par milliers et les vendent entre 18 et 33 centimes pièce. Quant à la recette, là aussi le mystère reste entier. Alors nous avons fait nos courses. Enseignes spécialisées, supermarchés, fast-food. La qualité est-elle la même? Et cela pourrait-il justifier les écarts de prix? Merci, bonne journée, au revoir. Une experte en nutrition les a fait analyser pour nous. Béatrice de Rênal étudie depuis 30 ans la composition des aliments. Ah oui, il y a une belle différence là. Première étape, l'analyse nutritionnelle. On se rend compte que pratiquement tous, ils sont très caloriques, très gras saturés, avec beaucoup de sel et avec beaucoup de sucre. Ceux-là, par exemple, ils ont 24, 25, jusqu'à 30% de matière grasse. Donc c'est beaucoup. Puis, place à la composition. Pour le donut de supermarché, c'est affiché. Mais pour les autres, les enseignes spécialisées, le fast-food et le magasin artisanal, aucune information n'est communiquée aux clients. C'est légal pour la vente à emporter. Dans la vente à emporter, vous vous dites, bon, bah, ça vient d'être fait sur place, alors que ce n'est pas le cas. Et après, ils n'ont absolument pas intérêt à indiquer la liste des ingrédients qui ne sont pas du tout qualitatifs. Mais nous avons pu retrouver les compositions. De quoi la faire déchanter. Là, j'ai 18 ingrédients. Le gros problème, ça va être, oh là là, ça va être la quantité d'additifs. Émulsifiant, poudre à lever, il y en a 2. Colorant, il y en a 1. Agent de traitement de la farine. Un ingrédient commun à toutes ces listes, la graisse de palme, 30% moins chère que l'huile végétale. En somme, des recettes bien éloignées du donut maison. Et ses 5 ingrédients, farine, sucre, levure, œuf, huile. Tout ça sont des additifs qui vont faciliter le travail de l'industriel, soit parce que ça va plus vite, soit parce qu'il a moins de pertes, soit parce que, comme c'est surgelé, il faut que ça tienne après. Selon cette experte, à part le donut artisanal à 4 €, les 4 autres seraient presque identiques, malgré des prix très différents, de 88 centimes l'unité à 2,70 €. Alors en fait, tous ces 4-là sont probablement faits par un industriel important et qui arrive à sortir des produits très peu chers. Donc vous comprenez que pour une marque qui veut avoir une petite boutique et qui ne fait rien, qui ne fait que décongeler ce type de beignets, elle peut faire une marge confortable parce que elle l'achète très peu cher. Des beignets ultra rentables qui font déjà le succès de centaines d'entrepreneurs. Mais toutes ces nouvelles enseignes sont-elles capables de résister aux tendances? Il y a un goûter que vous connaissez tous et qui continue de prospérer, les gaufres. Leur secret, les patrons ont su miser très tôt sur 2 tableaux, le sucré et le salé. À Riom se trouve l'un des magasins d'une chaîne qui a déjà 26 ans d'existence. Le succès de la longévité de cette enseigne aux 90 boutiques. Ce que je ferais, j'allumerais les gaufriers du coup. La fabrication artisanale. Ici, pas de surgelé. La pâte à gaufres est préparée sur place chaque matin. Là, je prépare en fait la pâte sucrée de gaufres. Donc là, je vais mettre 1400 d'eau. La recette est simple. De la levure, de l'eau et un mix d'ingrédients déshydratés. Le tout mélangé dans un pétrin géant avec des billes de sucre. On le referme. Donc pendant 15 minutes, elle pétrit la pâte. Le patron, c'est Arnaud Rémy, 48 ans. Un ancien chimiste, bien loin de l'univers de la pâtisserie. À partir de celui-là, oui. Comme on dit, j'en ai boulé des gaufres. Donc je pense que c'est un peu comme le vélo. Une fois qu'on en a fait quelques centaines, voire quelques milliers, c'est un geste qu'on n'oublie pas trop. S'il roule sa bosse, c'est parce qu'il en est à son 6e magasin. Et pour que ce franchisé puisse vendre toute la journée, l'enseigne a une idée un peu folle. Faire des recettes de gaufres salées. Ça, c'est la pâte salée. Donc à l'intérieur, il y a des petits morceaux de persil. Du persil dans les gaufres.
Et vous n'avez encore rien vu. Alors là, je suis en train de faire la recette des Waf Burger Tex-Mex. Donc on a une édition spéciale façon mexicaine un petit peu. Là, donc c'est à base de steak haché, on va mettre des oignons, un petit peu de maïs et du cheddar. Résultat, une gaufre fourrée et fermée, au même poids qu'un sandwich ou un burger. Hop. Et qui est prête, après 2 minutes, dans un gaufrier. Et il n'y a pas vraiment de temps mort. On ne va pas dire qu'il y a le rush du midi, le rush du goûter. Non, ça se vend toute la journée et c'est un produit qualité. Côté recette, il n'y a pas de limite. Poulet à la mexicaine, burger Tex-Mex, 3 fromages ou norvégienne, à 7 € en moyenne. Le premier prix, la croque-coiffe, elle est à 6,80 et on a des gaufres un peu plus premium où là on va être autour de 7,50 €. Après au niveau du chiffre d'affaires, on est à 50-50, c'est-à-dire que la gaufre salée nous ramène autant de chiffre d'affaires que les gaufres sucrées. La commande pour Marika, s'il vous plaît. Et voilà une orientale. Super, merci. Bon appétit. Bon appétit. Merci, bonne journée. Avec ça. Menu complet avec Avec aussi une norvégienne. Norvégienne. À la pause déjeuner, ces gaufres salées ont leurs habitués, comme ce couple. Bon, je me suis pas embêté, j'ai pris la première, donc offre mexicaine. Enfin, on a fait une formule complète, une gaufre salée, une gaufre sucrée et une boisson. 21,10 €. Non, ça va, c'est raisonnable, oui. Pas de... Et au moment de goûter, Franchement, c'est pas mal. Est-ce que vous avez un peu l'impression de voyager au Mexique à chaque bouchée là? J'irai peut-être pas, Bon, peut-être pas jusque-là quand même, mais c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Tex-Mex, croque-monsieur, burger ou encore saumon. Les gaufres salées sont ainsi servies à toute heure de la journée. Voilà comment les rois du goûter assurent leur rentabilité toute l'année. Alors pour garder une longueur d'avance, direction la Belgique, le pays de la gaufre. Au plat pays, on compte plusieurs centaines d'enseignes dédiées aux biscuits. À Tournai, au siège de Waffle Factory, on fait de la gaufre à toutes les sauces depuis 26 ans. Charge à Camille, responsable de l'innovation, de trouver de nouvelles recettes. Mais tout ne marche pas du premier coup. J'avais essayé de faire une gaufre façon pain perdu. Et en fait, ça a été un flop total, quoi. C'est une omelette dans le gaufrier que j'ai eu, quoi. Donc... Sa dernière trouvaille, cette gaufre allongée. Alors là, je vais faire, c'est la stick waf. Donc là, moi, je me suis inspiré un peu du hot dog. Donc en fait, c'est une pâte à gaufre qu'on travaille sous un autre format. Et je viens insérer du coup la saucisse pour la version carnée, mon fromage pour la version végétarienne, que je viens vraiment enrober, puis c'est cuit dans un gaufrier. Cette petite gaufre hot dog fera partie de la nouvelle carte snacking de l'enseigne. Des petits formats, pensés pour sortir de la case du goûter. Bonjour Camille. Salut. Prête pour déguster la stick waf? Vas-y, je vous mets ça en réchauffe. Hélène, la directrice marketing, assure la dernière dégustation avant la commercialisation. Donc là, je vous mets les toppings qu'on avait sélectionnés. Donc là, je vous mets le miel sur la version végétarienne. Une gaufre aux chèvres, thym et miel pour les végétariens. Et pour la version avec saucisse. Allez, donc là, on peut déguster la version hot dog. Oui, c'est ça. Donc tu nous as mis les toppings ketchup, moutarde. Moutarde jaune. L'oignon frit, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a vraiment l'impression de manger un hot dog, quoi. Et je trouve aussi la quantité de sauce, elle est bien. Ça dégouline pas de partout, c'est bien dosé. Une vente additionnelle pour les magasins, proposée entre 3,70 € et 3,90 €. L'objectif de la catégorie de petite faim, c'est le petit creux et le craquage. Le client passe à côté du point de vente, se dit tiens, je me laisserai quand même bien tenter, ça a l'air bien bon, même s'il est 10 h du matin, je me laisse quand même tenter. Des nouvelles recettes qui reprennent les grands classiques du bistrot. On peut le lancer avec notre carte saisonnière printanière. Version pizza italienne pour le printemps. Ou encore salade César pour l'été. Et ça cartonne. En 2025, Waffle Factory a réalisé 50 millions € de chiffre d'affaires. Un record pour une enseigne de goûter. Imaginez, il est minuit passé, vous avez une petite fringale et là, miracle, un distributeur vous sort des frites ou des hamburgers en 90 secondes. Ces nouvelles machines automatiques grignotent le territoire des fast-food classiques. Alors, révolution ou mode passagère, c'est la chronique de Martial You.
À Ménigout, dans les Deux-Sèvres, ce paisible village de 800 habitants cache désormais un drôle d'équipement. Depuis quelques mois, une machine surprenante comble les petites faims à toute heure. Je suis devant un distributeur pas comme les autres, puisqu'il ne distribue pas des cafés, mais des burgers en 90 secondes. Les burgers, pré-cuits, sont stockés au frais et il n'y a plus qu'à les réchauffer. Mais comment sont-ils arrivés dans cette machine ? Celui qui a eu cette idée, c'est Alexandre Charon. Au départ, il est cuisinier et vend ses burgers dans un food truck. Mais depuis un an, il les propose aussi dans ses distributeurs automatiques. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors vous avez donc installé ces machines ici. Comment vous est venue l'idée au départ ? Déjà parce qu'en fait, le food truck, on avait de la demande sur des communes qui étaient avoisinantes. Mais dans la semaine, il n'y a pas assez de jours pour qu'on soit présent sur toutes les communes. Donc c'était de pouvoir trouver une alternative pour pouvoir proposer des burgers à toute heure. On avait souvent des appels à 23 h pour savoir si on était encore en service. Alexandre, est-ce que vous avez un suivi précis de ce qui est acheté, à quel moment, le nombre de clients sur ces machines, puisque vous n'êtes pas là? Oui, on a une application où en fait on peut voir les habitudes d'achat de nos clients. À titre d'exemple, aujourd'hui, le 9 mars 2026, nous avons eu 2 produits qui ont été vendus à minuit 13. Là, j'ai choisi le modèle au canard. Quel est le produit phare parmi tout ce que vous proposez? Qu'est-ce qui se vend le mieux? Alors ça va être dépendre des communes. Par exemple là on est à Ménigout, le producteur vient de Ménigout, donc c'est le duck. Par exemple à l'Arjas on a le producteur de chèvre, donc là-bas ça sera le bouc à mémé. C'est vrai? La solidarité dans notre monde. On va essayer de décortiquer un peu le prix de ce burger. Donc il vaut 9,90 €. Il vous faut combien de ventes pour qu'une machine soit rentable? Alors c'est en moyenne 15 burgers par jour de vendus. Donc on a un pic d'activité sur la fin de semaine, contrario au début de semaine qui est un peu plus calme. Mais en moyenne, il faut 15 burgers par jour, par machine. 15 burgers par jour et par machine, vous êtes rentable. Donc vous avez déployé, je le disais, 6 machines dans les environs. Ça coûte combien une machine comme ça? Une machine comme ça, on est à peu près à 34 000 € hors taxe. Vous allez l'amortir sur combien de temps? On l'amortit sur 5 ans. L'espace qui est ici, vous le louez là? Oui, on le loue. Combien? Entre 120 et 180 € par mois. Après un an d'activité, ces distributeurs de burgers ont rapporté 1 000 € de bénéfices à Alexandre. Vous êtes une alternative au fast-food des grandes marques qu'on connaît internationales? Mon objectif, c'était vraiment de contre-attaquer les géants de la fast-food. J'ai voulu aussi installer des machines comme ça dans le monde rural avant que ce soit d'autres qui le fassent et qu'on ne maîtrise pas la qualité qu'il y a dans ces machines-là. Mais le goût est-il au rendez-vous pour les clients? Donc là, vous avez pris burger du moment. Et le burger du moment, vous savez ce que c'est? Saint-Nectaire. Saint-Nectaire. Saint-Nectaire et steak haché Saint-Nectaire et galette de pommes de terre dedans. Ah, c'est pas mal. Enfin, ouais. Puis je sais que c'est bon. Ça rend bien service. Heureusement qu'il y avait ça parce qu'ici, la boulangerie est fermée. Mais alors, qui se cache derrière ces distributeurs toujours plus sophistiqués? Nous sommes à Saint-Christophe-du-Bois, dans le Maine-et-Loire, près de Cholet, devant l'usine Districlic. C'est ici qu'on fabrique ces machines et qu'on les crée. Et le carnet de commandes ne désemplit pas. Ouverte en 2020, Districlic est la petite dernière du secteur des distributeurs. Nous rencontrons son patron, Florian Nerrière. Bonjour Florian. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Et là, qu'est-ce qu'ils font alors? Alors qu'est-ce qu'ils font? Là, on est sur l'assemblage des machines, distributeurs de burgers ou de plats préparés. D'accord. Assemblage des machines, du coup des écrans, de toute la partie moteur. Vous sortez combien d'appareils comme ça tous les mois? On sort entre 3 et 5 appareils tous les mois. On a une moyenne de 50-60 machines par an. Et vous avez un marché qui se développe à quelle vitesse alors? Parce que ça a l'air fulgurant ce que vous me racontez là. Ça va assez vite. Les premières années, on a doublé notre chiffre d'affaires pour, du coup, sur les 2 dernières années, faire entre 25 et 30% de chiffre d'affaires supplémentaire. Et leur toute dernière machine mise sur le marché, c'est le distributeur de frites. Elles arrivent surgelées, puis pré-cuites en fonction de l'affluence, avant d'être cuites une seconde fois à la demande du client. Je vais dans un magasin, distributeur de frites, vous avez le distributeur de frites ici. Start. On démarre, 35 secondes, on chronomètre. Hein. C'est parti. C'est parti. On a entendu les frites. Ça, c'est les frites qui viennent de tomber. Ils sont tombées dans le pot. Ça doit arriver là, hein, c'est ça? Ça va arriver là. Ah ouais. Ah bah oui, elles sont là. Les frites. Alors, on va les goûter. Elles sont croustillantes, hein. C'est couplé à un distributeur de burgers?
Oui, le distributeur de burgers est seul et on vient y rajouter un distributeur de frites. On retrouve plus souvent des distributeurs de burgers seuls que des distributeurs de frites seuls. Merci Florian. Merci. Et le burger a de beaux jours devant lui, puisque depuis 2017, il a devancé notre fameux jambon beurre. Chaque Français, en moyenne, en consomme 30 par an. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, évidemment, Bernard de la Villardière pour un inédit d'enquête exclusive. Direction le Brésil, au cœur du Nordeste, une région sauvage et spectaculaire. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour Ça peut vous arriver en direct sur M6 RTL. Très bonne soirée sur M6.